Je n'étais pas exposée à ces facteurs de risque, mais bon, comme quoi finalement il ne faut pas rester avec ces fameuses certitudes, ne pas se négliger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis surtout continuer à croire et à espérer parce que rien n'est jamais perdu, même si on est dans les mauvaises statistiques de départ. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast de Licence qui s'intitule De vous à nous, épisode qui sera donc découpé en deux parties, nous allons parler du cancer du col de l'utérus et des cancers gynécologiques de manière plus générale. Dans cette première partie, on va commencer par définir ce que sont ces cancers. On va également parler de l'importance du dépistage et de la prévention pour lutter contre cette maladie. Et puis nous donnerons également plusieurs chiffres la concernant. Pour commencer, je vais demander aux deux intervenantes qui ont accepté de participer à cet épisode de se présenter. Je suis donc accompagné du docteur Eberst et de Stéphanie, patiente à Licence. Stéphanie, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter qui vous êtes et pourquoi vous avez aussi peut-être accepté de participer à cet épisode ? Bonjour, alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 49 ans, je suis mariée, maman d'un enfant de 21 ans. Un grand enfant. J'ai donc été atteinte d'un cancer du col de l'utérus, métastatique stade 4, en 2021. J'ai été soignée par le docteur Eberst, ici à Licence, suite à un traitement de recherche avec de l'immunothérapie, une trithérapie. Donc moi je suis Lauriane Eberst, oncologue médicale. Je travaille à Licence. Je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui est cancer gynécologique et je suis également très impliquée dans tout ce qui est protocole de recherche, notamment dans un domaine un peu plus spécialisé de la recherche clinique qui s'appelle les essais précoces où on teste des médicaments qui démarrent leur développement. Et effectivement, donc je me suis occupée de Stéphanie pour son cancer du col de l'utérus métastatique et je suis très heureuse de pouvoir enregistrer ce podcast avec elle aujourd'hui. Pour commencer, donc on va définir ce qu'est le cancer du col de l'utérus et puis ensuite aborder aussi les autres cancers gynécologiques. Est-ce que Stéphanie, vous voulez bien nous donner votre définition ? Alors le cancer du col de l'utérus, comme beaucoup de cancers, je serais tentée de dire, est pour moi une maladie, on va dire, silencieuse, qui malheureusement n'a pas de manifestation à proprement dit, comme de la traumatologie ou quelconque pathologie. De ce fait, aujourd'hui, je pense que le dépistage est très important et se surveiller et prendre soin de soi est la clé de tout. Bien sûr, moi je vais commencer par donner quelques petits concepts d'anatomie, puisque je suis toujours surprise à quel point les femmes finalement connaissent mal leur anatomie intime. Donc quand on parle de l'utérus, on distingue deux parties. Il y a le col de l'utérus, qui est l'interface avec le vagin finalement, et il y a le corps de l'utérus, qui est une espèce de poche, qui est essentiellement un muscle, donc qu'on utilise au moment de la grossesse essentiellement. Et donc il faut absolument faire la distinction entre le col de l'utérus et le corps de l'utérus, puisque quand on parle de cancer du col de l'utérus et du corps de l'utérus, c'est deux maladies complètement différentes avec des facteurs de risque différents. Et donc pour ce qui est du cancer du col de l'utérus qui nous occupe aujourd'hui, c'est un cancer qui est déclenché par un virus qui s'appelle le papillomavirus humain. Et donc les gens ignorent souvent que les cancers peuvent être provoqués par des virus. Alors il existe d'autres cancers comme ça, par exemple le cancer du foie, certains cancers du foie qui peuvent être déclenchés par le virus de l'hépatite, certains cancers cutanés rares, et donc rien à voir avec le cancer du corps de l'utérus. Donc quand on parle de cancer du col, c'est cette partie qui bombe dans le vagin et qui est accessible à l'examen gynécologique. On peut tout à fait examiner le col puisqu'on le sent à la palpation et qu'on peut aussi aller faire des frottis pour recueillir donc des cellules à la surface du col de l'utérus. Et encore une précision supplémentaire, quand on parle du col de l'utérus, on parle de l'exocole, la partie extérieure du col de l'utérus, et de l'endocole qui est plus difficile d'accès, qui est vraiment un espèce de petit canal qui mène jusqu'au corps de l'utérus. Et donc, que ce soit l'endocole ou l'exocole, ces deux zones peuvent être infectées par le papillomavirus et donc amenées à la cancérogénèse. Et donc ça, ce que vous venez d'expliquer, ça englobe les autres cancers gynécologiques ? Alors non, quand on parle d'un cancer du corps de l'utérus, le synonyme c'est le cancer de l'endomètre, donc c'est aussi un cancer gynécologique, mais qui est lié plutôt à des facteurs hormonaux et notamment à l'obésité, au surpoids.
avec quasiment une relation linéaire entre l'indice de masse corporelle et le risque de développer un cancer de l'endomètre. Et là, on ne parle pas du tout d'un virus, c'est vraiment des facteurs du mode de vie finalement. Et dans les autres cancers gynécologiques, il y a le cancer tubo-ovarien, qui est une seule et même entité de cancer qui se développe donc soit au niveau de la trompe, soit au niveau des ovaires. Et ça, c'est encore une autre maladie, un troisième type de cancer qui peut être lié plutôt à des prédispositions héréditaires, également dans une moindre mesure à des facteurs environnementaux. Mais en tout cas, donc il y a une continuité anatomique, mais c'est des maladies qui sont extrêmement distinctes de par leurs facteurs de risque, de par leur mode de diagnostic, les symptômes et la façon dont on les traite. Vous avez évoqué quelques facteurs de risque. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête Alors pour le cancer du col de l'utérus, 99% sont liés au papillomavirus. Il existe des fois où on ne le retrouve pas, mais c'est plutôt parce qu'on utilise des techniques de dépistage du papillomavirus qui ne sont pas forcément fiables à 100%. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver le papillomavirus sur nos tests parce que le test n'est pas forcément toujours très performant. Une autre explication, c'est que vous le savez peut-être pas, mais quand on parle du papillomavirus, il y en a des dizaines et des dizaines de sous-types. Certains sont ce qu'on appelle oncogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent développer le cancer. On connaît les plus fréquents, c'est le 16, 18, 33, mais il en existe d'autres. Et quand on veut détecter du papillomavirus sur un frottis, on emploie une sonde qui va aller permettre de repérer s'il y a du papillomavirus et quel sous-type. Et on pense que quand on le détecte pas, parfois c'est parce qu'on n'utilise pas les bonnes sondes, que c'est peut-être un sous-type un petit peu plus rare. En tout cas, il peut y avoir des problèmes de détection du virus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'immense majorité des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus. Et donc, si on arrive à éradiquer le papillomavirus, on a éradiqué quasiment l'intégralité des cancers du col de l'utérus. Alors, il y a des rares exceptions, mais ce qu'il faut vraiment reconnaître et savoir, c'est que c'est deux maladies qui sont intimement liées. Depuis maintenant un certain nombre d'années, les vaccins en France ont un petit peu de mal à s'implanter parce que dans la façon dont on a présenté ce vaccin, on l'a initialement beaucoup attaché à la sexualité, ce qu'on ne fait pas du tout avec les autres vaccins. Et ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a fait dans les autres pays. C'est-à-dire qu'en France, on l'a présenté comme un vaccin qu'il fallait faire avant d'avoir les premiers rapports sexuels, alors qu'en fait, ça n'a pas réellement de rapport, puisqu'on est exposé au papillomavirus tout au long de sa vie et que le système immunitaire, il ne va pas forcément réagir différemment en fonction de l'âge. Donc, on avait décidé de vacciner dans cette tranche d'âge, mais ce qu'on observe petit à petit, c'est une extension de l'âge de la vaccination avec maintenant un remboursement qui est étendu jusqu'à 19 voire 25 ans dans certains cas de figure pour les filles comme pour les garçons. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination contre le papillomavirus, quand on vous la propose, il faut la faire, et si on vous la propose pas, il faut la demander et il faut la faire aux filles comme aux garçons, qu'ils aient eu des rapports ou pas de rapports, quel que soit leur âge et si possible au moment de l'entrée au collège. Docteur Ebers, est-ce que vous pouvez nous parler du dépistage organisé et nous dire ce que c'est, comment ça se passe ? Le dépistage, tel qu'il existe actuellement, il a pour objectif de détecter le papillomavirus. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est focalisé plus sur la présence de virus que sur la présence de cellules anormales. Je m'explique. Quand on faisait encore un frottis il y a quelques années en arrière, on ne cherchait pas systématiquement le papillomavirus, on cherchait des cellules anormales. Donc, le principe du frottis, c'est qu'on utilise une petite brosse qui va venir frotter contre le col de l'utérus. Par desquamation, on va récupérer quelques cellules. Et ces cellules, on peut les analyser au microscope pour voir si on en trouve quelques-unes qui ont un aspect anormal qui témoignerait d'une infection au papillomavirus. Puisque quand il y a du papillomavirus présent au niveau du col de l'utérus, même avant qu'il y ait des lésions précancéreuses, on arrive à le voir parce qu'elles changent de morphologie, elles changent d'aspect, les cellules du col. Au démarrage, on faisait ça. On regardait si morphologiquement, au microscope, on arrivait à retrouver des cellules anormales qui témoigneraient indirectement de la présence de papillomavirus. Maintenant, on utilise des tests beaucoup plus directs. On essaye de regarder s'il y a directement de l'HPV, du papillomavirus. Et on sait que plus le papillomavirus va persister, plus il y a un risque de transformation des cellules infectées en cellules précancéreuses,
puis cancéreuse. On ne sait pas exactement pourquoi. La plupart des femmes, elles vont éliminer le papillomavirus. En fait, tout le monde dans la population, filles comme garçons, est exposé au papillomavirus. Simplement, chez certaines personnes, le papillomavirus va être éliminé naturellement par le système immunitaire. Et chez d'autres personnes, le papillomavirus va persister. Et c'est là qu'il y a un risque de transformation en lésion précancéreuse, voire cancéreuse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les frottis, bien sûr, pour détecter le papillomavirus. Mais surtout, il faut voir si ce papillomavirus, il persiste. Un des messages aussi qu'on peut transmettre aux femmes qui font du dépistage, si on vous trouve une fois du papillomavirus, votre gynécologue va vous proposer de vous faire suivre avec des intervalles qui sont clairement définis pour voir si ce papillomavirus il persiste ou pas. Dans certains cas de figure, on va avoir juste du papillomavirus et donc on va surveiller. Dans des cas de figure plus avancés, on peut déjà percevoir des cellules anormales, voire des cellules cancéreuses. Et à ce moment-là, on va pas forcément refaire de frottis, on va directement aller plus loin dans le diagnostic. Et on peut faire un examen qui s'appelle une colposcopie, où on regarde le col de l'utérus avec un appareil spécial équipé d'une loupe. Et on utilise des colorants pour voir s'il n'y a pas déjà une zone suspecte qu'on pourrait enlever. Donc le dépistage, c'est tout ça. On recherche à la fois le papillomavirus, les cellules anormales. Les intervalles sont très codifiés et on propose ce type de dépistage-là, par contre, qu'une fois qu'on a commencé à avoir des rapports sexuels, on ne fait pas de frottis chez les jeunes femmes avant qu'elles aient leur premier rapport. Et par contre, ça ne permet pas d'éliminer le papillomavirus. Ça permet de dépister sa présence, mais il n'y a que le vaccin qui permet d'éliminer le virus. Les deux peuvent être tout à fait complémentaires. Ça nous arrive de plus en plus souvent de proposer à des jeunes femmes qui ont eu une infection à un papillomavirus donné de se faire vacciner en complément pour éviter qu'elles se fassent infecter avec un autre type de papillomavirus, un autre sous-type. Il y a des personnes qui vont pas forcément se faire dépister. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent ça? Alors, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça. Et on connaît bien, en fait, les raisons qui motivent l'absence de dépistage. Alors déjà, je pense qu'il y a une raison qui est très générale. C'est qu'il y a probablement pas assez de gynécologues en France. Moi, je suis à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que moi, quand les patientes viennent me voir, elles ont déjà le cancer. Et je leur pose souvent la question de est-ce qu'elles ont participé au dépistage, comment on a trouvé le cancer chez elles. Alors il y a différents cas de figure. Il y a des femmes qui se font extrêmement bien suivre et qui malgré tout arrivent avec un diagnostic de cancer parce qu'il s'est développé entre deux frottis. Il y a des patientes qui m'expliquent qu'elles n'ont pas réussi à trouver de gynécologue près de chez elles ou qu'elles étaient obligées de faire des kilomètres pour aller chez un gynécologue. Et il y a aussi des femmes qui aiment pas aller chez le gynécologue parce que c'est un peu comme aller chez le dentiste, si on peut s'autoriser cette comparaison. C'est pas forcément toujours un moment très agréable, mais il faut le faire quand même. Donc c'est important et de plus en plus de professionnels de santé savent faire le dépistage. On peut aussi s'adresser aux sages-femmes, aux médecins généralistes qui souvent sont formés à ces examens qui sont quand même des examens de routine. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un grand centre hospitalier ou d'aller voir quelqu'un. Alors les gynécologues ont bien sûr toute leur place dans ce dépistage, mais pour les femmes qui n'auraient pas accès facilement à un gynécologue parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il est loin, il faut aller voir une sage-femme ou aller voir son médecin généraliste. J'ajouterais qu'il y a encore un dernier cas de figure, et ça on le sait bien, c'est qu'il y a des femmes qui viennent de milieux socio-économiques plus défavorisés. Ils sont moins bien informés sur le dépistage, qui consultent globalement peu, c'est-à-dire qu'il y a des patientes qui s'occupent d'elles, qui font ce qu'il faut, et d'autres qui parfois s'oublient un peu. C'est-à-dire que quand vous êtes maman, quand vous êtes prise dans le quotidien, dans le tourbillon de plein de choses à s'occuper, on a parfois c'est pas parce que on veut pas y aller, c'est juste qu'on oublie qu'on a toujours 1 milliard de choses à faire et puis on pense pas aller chez le gynéco. Et les fausses croyances aussi parfois parce qu'on se dit qu'on a une bonne hygiène de vie et puis que pourquoi ça nous arriverait à nous. Tout à fait. Et puis ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui pensent que le suivi gynéco s'arrête après la ménopause. Donc il y a malheureusement encore des cas de cancer du col de l'utérus et d'autres types de cancers gynécologiques qui arrivent après la ménopause. Donc un autre message à faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on est ménopausé que le suivi gynéco s'arrête. Il faut tout au long de sa vie aller voir son ou sa gynéco. Et du coup, ce dépistage, à quelle fréquence il doit être réalisé ?
Alors, ce dépistage, il dépend des résultats, mais globalement, je voudrais pas vous dire de bêtises, une gynécologue, elle serait probablement plus qualifiée pour vous donner la fréquence exacte, mais on commence au moment des premiers rapports et après, globalement, on fait un deuxième frottis assez rapproché. Soit il y a du virus qui persiste et on continue le suivi rapproché, soit il y en a pas et on passe à tous les 3 ans. C'est par le biais du dépistage qu'on identifie plus de 90% des infections à papillomavirus. Il y a un certain nombre de femmes qui, pour des raisons donc multiples qu'on a déjà citées, peuvent pas aller chez le gynéco. Donc, ce qu'on est en train de développer avec les gynécos de ville, c'est des frottis qu'on peut faire soi-même à la maison, qui nécessitent pas forcément d'aller voir un professionnel de santé. On vous envoie une espèce de petite brosse à la maison, et même si le prélèvement est pas fait correctement sur le plan anatomique, même si on va pas frotter directement le col de l'utérus, même si on racle le vagin, pour dire les choses simplement, ça peut marcher quand même. C'est des tests qui sont très fiables pour la détection du papillomavirus. Donc là, on est en train de tester ce type de stratégie à petite échelle, avant pourquoi pas de le généraliser, pour voir si justement il faut pas mettre à disposition d'autres méthodes de dépistage pour les femmes qui passent systématiquement sous les radars. Mais la stratégie globale, c'est vraiment d'arriver de plus en plus à couvrir toute la population des femmes qui auraient besoin d'un dépistage, y compris par des tests un peu alternatifs, qui ne nécessitent pas d'aller chez le gynéco. Et l'idée, ce serait quoi alors? Ce serait par exemple que ces tests soient disponibles en pharmacie? Ce serait que ces tests soient disponibles en pharmacie ou qu'on envoie le test directement à domicile pour une certaine catégorie de la population. Est-ce que vous avez d'autres chiffres significatifs à nous donner justement sur le cancer du col de l'utérus? Donc les données les plus récentes qu'on ait pour la France, c'est un peu plus de 3000 cas de cancer du col de l'utérus, tous stades confondus, et à peu près 1000 décès par an. 1000 femmes qui meurent chaque année en France d'un cancer du col de l'utérus. Alors que, je le rappelle, on a un vaccin et un dépistage. Donc il ne devrait pas y en avoir une seule. Je ne compte pas là-dedans toutes les femmes qui vont avoir besoin de faire des colposcopies, qui vont avoir un suivi gynécologique rapproché, où on va finalement leur dire fausse alerte, c'est rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a le cas de figure du cancer avéré et on a tout un tas de lésions précancéreuses qui en soi vont déjà être source de beaucoup de stress, d'angoisse et de soins qui sont parfois lourds. Quand on vous annonce une colposcopie, en attendant les résultats de la colposcopie, ça va déjà générer énormément d'angoisse. Et puis il y a toutes les lésions précancéreuses qui sont pas comptées dans ces statistiques-là, mais qui vont parfois entraîner ce qu'on appelle des conisations, c'est-à-dire qu'on va devoir couper un morceau de col de l'utérus, et ça va avoir un retentissement sur la fertilité ultérieure, sur la capacité donc à mener une grossesse à terme, si vous avez un col de l'utérus qui est un peu abîmé par une conisation. Et donc ça, on les compte pas forcément dans les statistiques du cancer, mais c'est quand même des maladies qui sont déjà très lourdes, sans en arriver jusqu'à ce diagnostic-là. Quand on vous annonce à 30 ans que il va falloir vous coniser, c'est-à-dire enlever un morceau de col de l'utérus, derrière, vous savez déjà que les grossesses, elles seront un petit peu plus à risque, sans parler de cancer, quoi. On arrive à la fin de la première partie de cet épisode. Comme pour la deuxième, je vais vous demander si vous avez quelque chose à rajouter. On a parlé donc du papillomavirus. Il y a un facteur bien connu qui fait que le papillomavirus peut persister dans l'organisme au lieu d'être éliminé par le système immunitaire, c'est le tabagisme. On sait que les femmes qui fument, elles vont arriver à moins bien éliminer le papillomavirus. Donc c'est peut-être un autre message à faire passer, parce qu'on ne soupçonne pas forcément ça, mais c'est indirectement. Le tabagisme, c'est aussi un facteur de risque du cancer du col de l'utérus, parce qu'il favorise la persistance du papillomavirus. Très bien. Vous, Stéphanie, vous étiez exposée à des facteurs de risque qui ont été évoqués Non, je n'étais pas exposée à ces facteurs de risque. Mais bon, comme quoi finalement, il ne faut pas rester avec ces fameuses certitudes, ne pas se négliger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout, continuer à croire et à espérer, parce que rien n'est jamais perdu, même si on est dans les mauvaises statistiques de départ. Pour conclure cet épisode,
nous souhaitions mettre en avant les facteurs de risque concernant les cancers de l'ovaire, de l'endomètre et du col de l'utérus. Pour le cancer de l'ovaire, qui concerne 5000 femmes chaque année en France, l'âge est un facteur important. En effet, plus une femme vieillit, plus le risque augmente, avec un risque maximal autour de 75 et 79 ans. La génétique est également à prendre en compte et représente le principal facteur de risque par transmission de gènes de prédisposition que sont les gènes BRCA1 et BRCA2, les mêmes mutations impliquées dans les formes génétiques du cancer du sein. Environ 10% des cancers de l'ovaire surviennent dans un contexte de prédisposition génétique. Enfin, la durée d'exposition aux hormones naturelles au cours d'une vie influe également sur l'apparition d'un tel cancer. Concernant le cancer de l'endomètre ou du corps de l'utérus, 8800 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Comme pour le cancer de l'ovaire, l'âge est un facteur de risque, mais il ne faut pas négliger les facteurs sur lesquels il est possible d'agir, tels que le surpoids ou l'obésité, avec un effet linéaire de l'indice de masse corporelle. Le diabète, la sédentarité et les prédispositions génétiques, comme le syndrome de Lynch ou le syndrome HNPCC, sont aussi des facteurs aggravants. Pour le cancer du col de l'utérus, qui concerne 3100 nouvelles femmes chaque année en France, les infections à papillomavirus, autrement appelées HPV, représentent un facteur de risque avéré. Globalement, un mode de vie sain qui comporte une alimentation équilibrée et une activité physique régulière permettrait de prévenir 40% des cancers. Donc ensemble, adoptons les bons gestes au quotidien sur le tabac, l'alcool et la vaccination. Et retenons que la vaccination contre les HPV prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine des cancers. Si vous aimez ce podcast, favorisez-le en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. À très bientôt.